Donc, on va commencer sans plus attendre sur le premier sujet, qui est la liberté de manifester. La question qu'on se pose est, est-ce que les JO de Paris 2024 vont-ils être une répétition générale avant une interdiction globale du droit de manifester? On va aller regarder ça ensemble. Hop. Alors... Parce qu'il y a une différence entre le droit de manifester par la loi et le droit de manifester de facto. S'il n'y a pas une forme de... si on ne peut pas l'exprimer librement ce droit, c'est qu'il n'existe plus vraiment. Et il y a eu déjà des éléments qui tendraient à montrer que cette anonymisation dont jouissaient les manifestants peut se restreindre. Alors, on va pour d'abord, on va voir une petite définition sur en quoi consiste la liberté de manifestation, qui est sur le site de la République française, vie publique au cœur du débat public. Heureusement qu'ils sont là. Donc, c'est le gouvernement qui nous explique en quoi consiste la liberté de manifestation. On va voir si son diapason entre le discours et l'application sur le terrain. Il faudra qu'il vibre à l'unisson avec le peuple. Donc, manifester fait partie des moyens d'expression collective traditionnels dans la vie politique et sociale française reconnue comme une liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La manifestation est inscrite dans le droit français depuis 1935. Pour prévenir les troubles de l'ordre public, une manifestation doit être déclarée. Cette déclaration préalable précise notamment le parcours de la manifestation et identifie les organisateurs. Donc, on va regarder directement quels sont les fondements de la liberté de manifestation. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme dans son article 11 que libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Sans que la manifestation soit expressément citée dans cet article, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 avril 2019, considère que le droit d'expression collective des idées et des opinions découle de cet article 11. En conséquence, le droit de manifester est un droit fondamental. Donc, il y a aussi la notion de inaliénable. C'est fondamental. Il ne doit pas être bafoué ou détourné. Il ne peut pas être réduit. Il ne peut pas être réduit par quelconque façon qu'il soit. C'est la définition. La loi peut l'encadrer, mais elle ne peut pas l'empêcher. Elle ne peut pas l'arrêter. Donc, c'est le décret de loi du 23 octobre 1935 qui fixe pour la première fois une réglementation d'ensemble sur l'action de manifester sur la voie publique. Ces dispositions sont désormais intégrées au Code de la sécurité intérieure. Alors, donc, on regarde quelles sont les règles qui encadrent les manifestations. Elles sont assez simples. Réglementer les manifestations permet de garantir le bon déroulement et d'éviter les troubles à l'ordre public. En théorie, une manifestation ne peut pas être interdite. Le Code de la sécurité intérieure impose la règle de la déclaration préalable pour toutes les manifestations sur la voie publique. Les organisateurs doivent, au minimum 3 jours avant l'événement, déclarer la manifestation auprès des mairies de toutes les communes qui seront traversées par la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Dans cette déclaration, vous devrez mentionner le nom et les domiciles des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu et l'éventuel itinéraire, le jour et l'heure du rassemblement. Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêt qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Dans ce cas, les organisateurs peuvent saisir le juge administratif qui devra s'assurer que les mesures de restriction de la manifestation sont légitimes et proportionnées. Cet élément elles doivent être légitimes et proportionnées, justement l'élément clé qui est bafoué pour en arriver à quelques dérives qui se sont déjà produites. On va expliquer chronologiquement dans le temps ce qui a pu se passer et vers quoi on va en fait. Enfin, sur du fait, et après on va aller sur l'hypothèse de ce constat. Un peu comme une flèche qui a été décochée et qu'on voit en plein vol comment elle vole, on peut prévoir à peu près vers quoi elle va tendre. Donc,
Ça va peut-être vous paraître étrange. Nous allons commencer avec un politicien que j'apprécie beaucoup, Xavier Bertrand. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, c'est le président de la région Hauts-de-France. Cet article revient justement sur 2015. Vous allez voir, il s'est passé des éléments sur 3 ans qui ont été très intéressants justement dans cette région concernant les libertés individuelles qui ont commencé à être grignotées d'une façon assez surprenante. On peut dire ça comme ça, surprenante. Oui, là cet article présente dans cette chronologie le premier jalon à partir duquel on va partir. Donc, le citoyen Jean-Louis Borloo, retenez bien les noms, c'est très important. Donc, Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand. Jean-Louis Borloo en soutien à Xavier Bertrand face au FN. Donc, il faut savoir que ça concerne le soutien de Borloo pour les élections régionales de 2015, là où, au second tour, Xavier Bertrand était face à Marine Le Pen, justement, pour la présidence de la région. Donc, on voit que il y a un soutien du côté de Borloo qui est très influent dans la région, qui a été très populaire, notamment sur ses plans logements en milieu HLM. C'est lui qui est à l'origine de l'abattement des grands ensembles français, donc les buildings, enfin les cités colonnes qu'on peut connaître, pour en faire des petites résidences pavillonnaires. Et son projet avait pour but de dire, si on en fait des petits pavillons, la criminalité ne se concentre pas au pied de la tour, en fait. C'est bien présenté. Et les résultats étaient plutôt positifs, et c'est ce qui en a fait un politicien assez populaire dans l'opinion publique. Sauf que bon, après, il a eu quelques casseroles au cul qu'on reviendra pas dessus. Non, les casseroles, c'est dans le sujet. C'est dans le sujet, on va venir aux casseroles, ça, on va y venir à dans. Patience, les casseroles arrivent. Donc voilà pour cette info. Là, on peut voir... Du coup, on arrive en 2017. C'est très important, 2017. Valenciennes, donc une ville qui est aussi dans les Hauts-de-France, la ville mise en garde par la CNIL pour l'usage de son système de surveillance offert par Huawei. Donc ce sont les fameuses caméras à reconnaissance faciale. Vous le remarquerez, la disposition de la caméra est un peu plus spécifique que juste un objectif. Elles ont le principe d'identifier les gens et les comportements qui disent potentiellement dangereux. Oui, par exemple, une personne qui s'isole dans la foule, qui marche de façon non coordonnée par rapport aux autres. Tout ce qui vous fait sortir de la foule, en fait. Et il faut savoir que dans le droit français, c'est pareil. On ne peut pas, normalement, dans la notion de droit français, on ne peut pas accuser quelqu'un avant qu'il ait fait son crime. Oui, on n'a pas le droit de... Donc, à ce niveau-là, même ce dispositif, en fait, on ne peut pas l'utiliser puisqu'en fait, on anticipe une action qui n'a pas eu lieu. Donc, dans le droit français, normalement, c'est pas censé être applicable. Donc, voilà. Un procès-verbal de la CNIL datant de février 2020 vient d'être dévoilé par Mediapart. Le gendarme du net avertit la ville de Valenciennes du caractère particulièrement intrusif de son système de vidéosurveillance dernière génération déployé en 2018 et offert gracieusement par Huawei. Donc, c'est dans le cadre de leur programme Safe City. Ce qui est assez drôle par rapport à ça, c'est que le dispositif a quand même coûté 2 millions d'euros. Huawei sont généreux. C'est un cadeau assez généreux. C'est sûrement la sympathie pour les Français. Et la question qu'il faut se poser, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Oui. Oui, mais quelqu'un a dû accepter ce marché. Donc, pardon, ce cadeau. Donc on va continuer directement par la suite. Voilà ce qui concerne au niveau de la CNIL. La CNIL dont l'avis a totalement été balayé. Oui, il a été balayé. C'est-à-dire que la CNIL est censée encadrer justement les libertés individuelles parce que on va revenir sur la loi de 2018, sur la RGPD, sur la loi des données privées. Le fait que on trace de manière algorithmique dans cette loi, c'est strictement interdit par l'Union européenne. Et la CNIL est garant en France, justement, de faire respecter ce règlement européen. La CNIL qui était un garde-fou à la base. Qui est un garde-fou. Donc, ça a été totalement... Tu as raison, c'est très important aussi de le stipuler, que ça a été totalement balayé. Donc,
Et on en arrive, là, on arrive sur quelque chose d'assez croustillant. Jean-Louis Borloo nommé président du conseil d'administration de Huawei France. Tiens. Comme par hasard. Donc, Borloo soutient Xavier Bertrand au régional. Bertrand gagne. Bertrand fait un contrat qui restreint les libertés individuelles. Avec Huawei. Et renvoie l'ascenseur à Borloo qui devient président du conseil d'administration de Huawei. Elle est pas belle, celle-là? Il y a des renvois d'ascenseurs dans le milieu de la tech qui marchent bien. Surtout que bon, Borloo, politicien, si tu veux, mais j'ai un doute que ce soit son domaine, en fait, la technologie, tu vois. Peut-être qu'il a potassé. Oui, il a dû apprendre, il a dû travailler dur pour arriver au conseil d'administration. Non, sinon ça se saurait. Alors, donc, exclusif, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy vient d'être nommé président du conseil d'administration de la filiale française du géant chinois des télécoms devenu l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'est pas resté longtemps. Il a vite démissionné. Il a fait un passage éclair. Il a fait un passage éclair au conseil d'administration de Huawei. Sans doute, je pense, par rapport aux pressions américaines. Mais Borloo était près de Sarkozy et d'une certaine façon, pour les Américains, c'était pas tolérable en fait comme situation, même à un tel degré d'éloignement du gouvernement. Et moi, je voudrais mettre aussi, là, j'ai pas de ressources qui le montrent, mais il y a des articles, vous pouvez les retrouver de votre côté. Il me semble que c'est l'observateur.fr qui a fait un article dessus. Et par exemple, pendant le confinement, notamment du Covid, ces caméras ont été utilisées pour adresser des amendes à distance avec les caméras à reconnaissance faciale. Il y avait aussi un article sur cette drôle de coïncidence dans le Canard enchaîné, si je me souviens bien. Oui. Voilà. Donc on vous invite à aller... Mais oui, les caméras, elles fonctionnent bien, on les a testées sur les gens masqués. Oui, c'est vrai. On peut être masqué, on est reconnu, donc... Le système c'est plutôt smart, hein, pour des caméras Smart City. Je me sens en sécurité dans une ville Safe City. On va faire des pubs pour Huawei. Alors, bon, ça c'était bon pour le moment, c'était un premier pas directement vers des mesures restrictives. Puis soudain, patatras, les gilets jaunes. En France, incroyable. Que des personnes décident de manifester massivement contre le gouvernement partout, mais en France, c'est... La pilule est dure à avaler, il ne devait pas le voir venir, ça. Donc là, à ce moment, on retrouve notre cher ami Xavier Bertrand. Donc, il nous dit manifestation non autorisée. Xavier Bertrand demande de la prison ferme pour ceux qui ne se dispersent pas. Donc, on va écouter quand même ses propos. C'est lunaire. On va voir ça tout de suite. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. On ne doit pas laisser s'installer un climat d'insécurité. Et il faut clairement faire la différence entre ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre, avec ce qu'il a exprimé comme crise de société, une crise économique, sociale, fiscale en premier, mais pas seulement, et ceux qui ensuite ont dévoyé ce mouvement et ceux qui viennent uniquement pour casser et pour piller. Vous savez, quand vous venez dans une manifestation qui n'est pas autorisée, vous avez un process qui peut sembler un peu désuet, il faut que quelqu'un ait un brassard, un mégaphone, il dit maintenant dispersez-vous, ça s'appelle des sommations. Il ne s'agit pas de tirer, il s'agit de prévenir. S'ils ne se dispersent pas... Tu sens de l'excitation de... J'aimerais bien aller plus loin et tirer sur des manifestants, tu vois. Pas tout de suite. Mais pas tout de suite, ça viendra. De la prison ferme. J'ai posé une question voilà quelque temps, je pense que je n'aurai pas la réponse précise. Parmi toutes les interpellations, parmi toutes les gardes à vue, combien y a-t-il eu de ces casseurs qui sont derrière les barreaux? Je ne parle pas avec un bracelet. En fait, il y a déjà un problème avec la doctrine de la police, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient tout le monde arbitrairement.
Il ne faisait pas une sélection du casseur. Donc forcément, on peut pas condamner des personnes qui ont été prises arbitrairement. Oui. Mais il aurait voulu le savoir. Mais il aurait voulu. Électronique, je ne parle pas de sursis, qui sont derrière les barreaux. Si vous avez la réponse, moi je suis très preneur, elle m'intéresse beaucoup. Le grand rendez-vous européen Avec les échos et CNews. Il a dit, si vous avez la réponse, je suis preneur. Mais il a déjà apporté lui-même sa façon de répondre. Donc voilà, si tu ne te disperses pas sur une manifestation à partir du moment où le préfet décide que la manifestation est illégale, pour lui, il préconise la prison. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand les préfets abusent des interdictions. Ce sont des personnes responsables. Je vois mal des élus, des personnes de si haut poste prendre à la légère telle disposition. Tu es en pleine science-fiction. Donc, bon, porter un gilet jaune, on s'en rappelle, peut-il valoir 135 € d'amende? 135, c'est exactement la même amende qu'il y avait pour le non-port du masque, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Aussi, il me C'est semble, l'amende type, c'est aussi l'amende pour les excès de vitesse en voiture. Mhm. Donc, en fait, un gilet jaune équivaut un excès de vitesse en voiture dans le gouvernement. Enfin, il équilibre de cette manière. Enfin, C'est comme ça que c'est perçu. c'est comme ça, enfin, étant donné qu'il est une valeur où tu verras par la suite quand on parlera de casserole, l'amende est un peu moins sévère. À la limite, vaut mieux, j'ai envie de dire, choisissez votre paroisse. Vaut mieux prendre une casserole qu'un gilet jaune en France. C'est moins cher. Donc, C'est curieux pour une casserole de tout moins salée. des gendarmes auraient contraint des manifestants à retirer ce signe distinctif mardi à Grand-Bourgerolles, dans l'heure, avant la visite d'Emmanuel Macron. C'est très important parce que généralement, c'est souvent sur des visites d'Emmanuel Macron qu'il y a des amendes. Mhm. Vous allez voir dans la suite des éléments, c'est un élément qu'on relève assez souvent, sous peine de recevoir une amende. La sécurité était maximale mardi 15 janvier. Plus de 600 maires et élus normands, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont convergé. Voilà, déjà, on est sur plusieurs dizaines de gilets jaunes. Non, sans déconner, danger pour la nation. Ont convergé des lobes vers la petite ville pour faire entendre leurs revendications. Selon Aline Leclerc, le journaliste du Monde, présent sur place, les gendarmes ont réalisé dans la matinée des contrôles d'identité approfondis. Certains manifestants lui ont expliqué qu'ils étaient sommés de retirer leur gilet jaune sous peine de 135 € d'amende, ce qui a confirmé la brigade de gendarmerie locale contactée par France Soir. Pourtant, la gendarmerie nationale a démenti par la suite en expliquant que le port du gilet jaune n'était pas une infraction. Oui, mais ils ont quand même mis des amendes. Mhm. Donc, en fait, même les gendarmes nous font du en même temps macronien. Ils ne veulent pas, on les oblige et c'est pour la pomme. Donc, il y avait un tweet, gendarmerie nationale, halte aux rumeurs, nos téléphones sont connectés. Neogent, on consulte directement les fichiers par lecture optique des documents d'identité. Vérification classique et moderne, oui. Fichage, non. Le port du gilet jaune n'est pas une infraction, donc pas de verbalisation. Évidence. Oui, au lieu de juste de regarder vos papiers d'identité, ils sont directement pris en photo. Mais Oui. ils ne sont pas fichés, comme il dit. C'est juste une photo comme ça. C'est une photo? C'est une vidéo, ça? Non, c'est une photo d'un tweet. Ensuite, on arrive sur les casseroles. Interdire les casseroles, une atteinte à la liberté d'expression. Donc là, on revient sur les fameuses casserolades du père Macron. Ou un concert qui a mal tourné, en fait. Ou la série de concerts de casseroles françaises. Les percussions, c'est facile à apprendre. Donc politique. Un nouvel arrêté s'appuyant sur les lois antiterroristes interdit l'usage de dispositifs sonores amplificateurs de son lors de la visite du président de la République dans le Loir-et-Cher mardi 25 avril. Il a été suspendu par le juge. Ce qui est intéressant là, c'est que on utilise les lois antiterroristes pour interdire l'usage. En quoi des casseroles, des gens qui tapent sur des casseroles, devient une menace terroriste. Ouais, ils ont dit que ça devait être proportionné. Ils voient un danger terroriste dans les casseroles.
Voilà, regarde. Franchement, quand je les vois, ça m'inspire la peur, la crainte. On peut pas rire de tout. Après celui de l'Hérault, un arrêté interdit cette fois les dispositifs sonores, amplificateurs de son. Il a été publié par le préfet du Loir-et-Cher dans la soirée du 24 avril avant la visite d'Emmanuel Macron à Vendôme en début d'après-midi, ce mardi 25 avril. Un point est particulièrement préoccupant pour nos interlocuteurs, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature et la juriste Eugénie Merriot. Des lois antiterroristes sont ici utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre. Voilà, ça a été souligné quand même. Donc, à la suite de la décision du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'arrêté, nous avons ajouté un encadré expliquant l'ordonnance du juge. Pas de casserole lors de la visite d'Emmanuel Macron. un arrêté instaurant un périmètre de protection avec filtrage, interdisant les rassemblements revendicatifs et les dispositifs sonores amplificateurs de son, a été publié par le préfet du Loir-et-Cher dans la soirée du 24 avril. Voilà. Une mesure qui frise le ridicule. Je pense que vous aussi dans le chat, vous êtes plutôt d'accord avec ça. Enfin, en même temps, c'est très beau. D'habitude, c'était une métaphore, dire que quelqu'un a des casseroles au cul. Maintenant, ils en ont fait une réalité. On est passé de la métaphore au réel. Non, là, tu as pas allé trop loin. Mais oui, ça a déjà été souligné à l'époque. On ne le remarque pas maintenant. Les lois antiterroristes sont utilisées pour le maintien de l'ordre. Alors que au tout début, la définition, c'était dit que la loi doit être légitime et proportionnée par rapport aux encadrements des manifestations. Donc déjà, là, il y a déjà un premier gros virage. Enfin, déjà, les Gilets jaunes, il y avait déjà des gros virages, notamment les arrestations arbitraires, l'usage d'une force disproportionnée. Des amendes qui n'avaient pas lieu d'être. Des nassages. Il ne faut pas oublier non plus ces techniques de nassage qui est formellement interdite. Et là, on voit que déjà, à l'époque des casserolades, on avait déjà franchi encore un nouveau cran dans la liberté, justement. Dans la restriction de liberté. Voilà. Donc, résultat, ça fait peur. Des manifestants reçoivent par courrier 68 € d'amende pour des casserolades. En plus, c'est bien. Donc, ce n'est pas un fichage. Mais tout de même, les amendes sont arrivées à bon port. Voilà. On regarde juste votre identité. Ce n'est pas un fichage, mais on arrive à vous envoyer les amendes. Bon, appelez ce que vous voulez, hein, mais on est vraiment dans. Ça fait peur. Je me suis posé. On est vraiment dans la novlangue, et là, on va regarder du coup cette petite vidéo de RMC. Et alors on reparle des concerts de casseroles ce matin, puisqu'une dizaine d'opposants à cette réforme viennent de recevoir des amendes de 68 € à Dijon pour avoir participé à une casserolade au début du mois. Personne n'avait été interpellé ce jour-là pour le concert de casseroles, mais les amendes ont bien été envoyées par courrier pour tapage diurne, autrement dit trop de bruit la journée, nous explique Clara Gabillet pour RMC. C'est un courrier qu'il a reçu il y a 5 jours. Le tribunal de police de Dijon signifie à Victor un enfant. Donc la loi antiterroriste, ça marche pas, on va utiliser la loi diurne qui n'a pas été utilisée depuis. C'est apparemment l'antiterroriste ne marche pas, ils utilisent les autres méthodes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Enseignant syndicaliste à la retraite, sa mise en cause pour avoir participé à un concert de casseroles. Ça fait peur. Je me suis posé quand même la question, pourquoi moi? Pourquoi on me repère en manifestation? On se sent délinquant alors que on ne l'est pas. Il lui est demandé de répondre s'il reconnaît ou non l'infraction, participation à un rassemblement interdit, ce qui... C'est vrai que cet homme ressemblait quand même à un terroriste. Moi, il me fait peur. Hein. Tu changes de trottoir. J'ai vraiment l'impression que chez lui, tu vois, il n'y a pas que de la tisane et des petits gâteaux, tu vois. Il doit avoir des AK-47 sous son lit. Non, mais c'est bien qu'il soit fiché, en tout cas. Vas-y, Adam, appelle la police. Il refuse. Pour moi, ça peut être que politique, cette action. C'est comme si on vous frappait sur les doigts, en fait. La sensation, c'est que ce gouvernement devient autoritaire. Il l'est, mais là, je le ressens
dans mon corps. L'Union locale du syndicat solidaire a récolté une trentaine de témoignages similaires. Il serait même 8 à avoir reçu une amende pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage. Théo Contis, co-secrétaire départemental du syndicat. Donc, comment on fait un rapprochement sur une arme à feu quand on montre une guerre? Ici, une Kalachnikov. Ici, la casserole, en gros plan. Rouge, la casserole. On se demande s'il y a vraiment eu ce qu'il faut, à savoir un procès-verbal d'un policier. Et puis surtout, il n'y a pas non plus de contrôle d'identité pendant ces différents événements. Donc, est-ce qu'on a utilisé des caméras de vidéosurveillance ou non? Son syndicat envisage... Sans doute à reconnaissance faciale, parce qu'ils ont facilement retrouvé les adresses. Oui, et en plus, ils portent pas de masque parce qu'ils auraient une amende supplémentaire pour ça. C'est vrai. de porter l'affaire en justice. Usage. Voilà. Voilà. Alors, maintenant on va regarder plus dernièrement le fameux carton rouge à l'issue de la réforme retraite et de l'usage du 49.3 justement pour le passage en force des réformes de retraite. Les Français ont voulu manifester leur mécontentement face à Macron à l'époque où il se cachait partout comme un rat. Enfin, il n'était pas digne de sa fonction à ce moment-là. Enfin, il est toujours pas, ceci dit. Oui. Au vu des événements de la semaine dernière face au match de rugby France-Holbach. Il est comme avant, il est resté fidèle à lui. Il est resté fidèle à lui-même, voilà, on va plutôt dire ça. Carton rouge confisqué. Que s'est-il passé devant la finale de la Coupe de France? Donc, on va regarder cette vidéo. C'est de la grande news de BFM TV. De Toulouse qui s'est arrêté net devant les agents, les embrouillant un petit peu en disant vous ne me le prendrez pas ce carton. Il y a marqué un carton rouge distribué par les syndicats aux abords du stade, où il y a marqué non à la retraite à 64 ans. Effectivement, il y a eu des échanges un peu tendus pendant 5-6 minutes avant que le responsable des stadiers n'arrive et discute avec ce supporter qui s'appelle Étienne. Finalement, Étienne a pu rentrer avec son carton rouge non à la retraite à 64 ans. Avant cet épisode-là, on a constaté effectivement qu'il y avait des agents qui nous disaient que c'était la consigne qu'ils avaient reçue de confisquer et les sifflets et les cartons rouges. Il y avait même des cartons rouges qu'on voyait dans les bennes, les poubelles qui sont juste là, à côté des zones où il y a les fouilles. Et en fait, maintenant, on n'en voit plus trop des cartons confisqués. Les personnes arrivent à rentrer avec. Donc, on peut s'attendre dans le stade à voir plusieurs centaines, voire peut-être milliers de cartons rouges avec nous à la retraite à 65 ans. Élément important aussi, Ronald, sur le règlement du Stade de France. Article 7, point numéro 5. Il est inscrit, il est indiqué qu'il y a l'interdiction d'introduire des éléments, des emblèmes ou banderoles à caractère politique ou religieux. Alors peut-être que ces cartons rouges, selon l'appréciation qu'on fait de cet article, sont entourés de ce caractère politique. Voilà ce qu'il y a marqué sur le règlement du Stade de France. Il faut aussi préciser qu'aux abords du Stade de France, la distribution de ces cartons et de ces sifflets était autorisée après que le tribunal a cassé l'arrêté préfectoral. On va revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière. Observera la dégringolade. D'abord, on interdit les gilets qui sont beaucoup trop visibles. Ensuite, on passe aux casseroles qui sont beaucoup trop bruyantes. Maintenant, un carton rouge de la taille d'une main devient aussi un objet politique contestataire beaucoup trop visible. Non, Vas-y. Il y a que les petites gens qui ont peur des petits écrits, mais là, il s'agit vraiment d'un tout petit écrit, un petit carton comme ça. En plus, si on n'expliquait pas à l'international de quoi il s'agit, les gens penseraient, tiens, c'est un emblème sportif, etc. Il y a un petit effet stressant là. Donc, et puis, il y a aussi un témoignage d'un dangereux terroriste potentiel qui décide de défier l'autorité. Donc c'est un radical, c'est un radical. Moi, je dis prison. Comme Xavier Bertrand, prison. Pour l'instant, prison. Prison, hein. Oui, je suis avec Étienne, qui est supporter du TFC. Voilà, on a le maillot. Aussi, mais supporter du TFC. Supporter du TFC, on a le maillot ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Je crois que vous avez dans les mains le carton rouge qui a été distribué par les syndicats. Qu'avait ma fille, qu'elle avait dans son sac, et quand elle a passé le contrôle habituel, la dame lui a dit vous ne rentrez pas avec ça, et ma fille souhaite rentrer avec ça. Moi, j'ai le même dans ma poche et je rentrerai au stade avec ça pour exprimer. Et c'est l'occasion pour nous de montrer ce carton rouge. Et
très franchement, je ne peux pas imaginer un pays comme le nôtre où on confisque un objet aussi agressif que celui-là. Précisons que les sifflets sont confisqués aussi, on l'a vu de nos yeux, Jean-Baptiste, parce que les sifflets, à l'origine, sont interdits dans l'enceinte d'un match pour ne pas perturber l'arbitrage. Mais vous me dites, vous refusez de vous voir confisquer ce carton et vous ne rentrerez pas dans le stade si vous n'avez plus. C'est une question difficile, mais je rentrerai dans le stade avec ce carton rouge, car je ne peux pas imaginer que quelqu'un vienne me l'enlever de la main. Car il n'y a aucune raison dans un... Et pourquoi? T'as vu quand même le dangereux terroriste, il veut pas se soumettre. Hein. Mais à côté, il y avait la caméra libre qui filmait la foule. Pas ma chaussette bleue. C'est dangereux ce genre d'événement. On ne sait pas sur qui on va tomber. De quoi? C'est dangereux ce genre d'événement. On ne sait pas sur qui on va tomber. Lunettes marron ou ce carton rouge. Non mais oublions là. On n'est pas en France. Réfléchissons à quand on découvre dans le journal un pays où on refuse à des individus d'aller à un endroit avec un objet de ce type-là. On se dirait, on parle de quoi là? On parle d'une Turquie, on parle de quoi? Là, on va loin dans les comparaisons. Non, mais je me pose la question, mais j'essaie. Le journaliste. Oh non, là, on va loin dans les comparaisons. On est quand même un pays démocratique. Hein. Doucement, je tiens mon direct. Si tu vas trop loin, moi, je suis coupé. Parce qu'on est dans... Là, il y a le responsable, que vous avez appelé le responsable, c'est ça hein? Oui, mais le responsable qu'on a appelé, que les responsables du moment ont appelé, on l'attend toujours, le responsable. Parce qu'on a pu parler aux agents aussi, Jean-Baptiste, qui nous disent c'est les consignes qu'on a, c'est pas vraiment clair. Et nous-mêmes, de nos yeux, avec Léna Marjac qui est derrière la caméra, on a vu aussi des personnes qui sont rentrées avec ce fameux carton rouge, qui l'ont mis dans la poche arrière, donc qui ont réussi à rentrer avec. Mais c'est vrai que les sifflets sont interdits. Étienne, on va peut-être attendre le responsable pour voir l'évolution de cette situation. Merci beaucoup, Étienne, bon match. On va suivre l'évolution de la situation, Jean-Baptiste. On va revenir à ce qui s'est... Tu vois quand même le niveau intellectuel quand même du journalisme en France, où ils sont obligés d'aller faire des duplex pour des confiscations de carton rouge quand même, et où le journaliste est complaisant avec le pouvoir, comme quoi c'est une information capitale en fait. Mais c'est magnifiquement révélateur justement. C'est révélateur de... T'as un citoyen normal qui donne son avis, fait une comparaison qui tient tout à fait la route, même pas une comparaison, une tentative de comparaison, et déjà il se fait calmer, vous pouvez pas dire ça, etc. C'était l'espace d'une seconde, le journaliste, c'était un réflexe pour lui de le dire. Enfin, de le faire taire. Bon. Donc ici, du coup, là, c'est justement l'actualité qui a fait vraiment un peu polémique. Et là, vraiment, cette vidéo, elle est de Carl Olive. Carl Olive, qui est un très proche de Macron, et qui a fait une petite déclaration qui laisse quand même supposer que les JO de Paris 2024 vont être un peu une répétition grandeur nature. Cette vidéo est en réaction aux événements de humains que Macron a subi lors de l'ouverture du match France All Blacks. Les fameux sifflets et cartons rouges, très dangereux. Non, là il n'y avait pas de carton rouge, il y avait que des sifflets. Ah, c'est plus léger alors. C'est plus léger. Et on va voir, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment. C'est un ballon d'essai pour voir comment l'opinion va prendre. Et visiblement, c'est un peu passé inaperçu. Justement, d'où l'importance de montrer quand on est scandalisé, et pas dire quelqu'un d'autre le fera. Donc on va regarder la réaction de Carl Olive, vous allez voir, pareil, c'est lunaire. C'est tout simplement lunaire. La Coupe du Monde de rugby et des sifflets qui ont visé le chef de l'État. Qu'est-ce que ça nous dit de l'État du pays quand même? Pardonnez-moi, non mais franchement, monsieur Boudou, moi ça me fait marrer. Dans ce pays, on est toujours pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Non mais ça c'est formidable, c'est formidable. On a un événement mondial, on est sur le toit du monde et pour une poignée de centaines de milliers globalement de Français, de supporters qui viennent siffler... On va vous interdire le droit de manifester.
un président de la République. D'ailleurs, je voudrais quand même dire, on va faire le vieux combattant, mais regardez de façon rétrospective ce qui s'est passé sur l'ensemble des grands événements. Il y a quand même peu de présidents qui rentrent sur le terrain avec une standing ovation. En revanche, C'est pas une trace des retraites, d'un climat social un peu contrarié. mais je vais vous le dire, l'Allemagne nous dit la France, c'est l'Allemagne en mieux. Ici, tout n'est pas parfait, mais de grâce quand même, soyons fiers de notre pays. On va avoir les Jeux Olympiques, on va avoir 4 milliards de téléspectateurs et on va encore se draper parce que une minorité vient siffler, vient faire des grèves de façon opportune. D'ailleurs, moi, je serais pour des lois d'exception sur le sujet, mais il faut arrêter. Ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de présidents qui, à chaque fois qu'ils ont ouvert des grandes cérémonies, ont été sifflés. Mais le haka, vous voyez par exemple, le haka, qui a lui aussi été sifflé vendredi, ben moi je vais vous dire, ça me choque. Parce que Le haka, il est pas pensé, ça le choque. Qu'on le siffle. Tu vois, ils en sont à un niveau. Il s'entend parler lui aussi. Il sait qu'il doit pondérer et le haka aussi, ça le choque. Ouais, le haka, ça le choque. Bon, à la base, c'était un journaliste sportif, donc c'est peut-être pour ça. Donc, il y met une opinion politique sur un avis personnel. Oui. Et quand on fait de la politique, il faut être au sport. ces institutions-là, quand on est dans le sport, on a une forme de respect qui est aussi valable pour les supporters et pour le public. Vous pensez d'un mot que le président pourrait bénéficier d'un effet Coupe du Monde si jamais la France va loin? Mais Ou c'était un Pardon, non mais franchement... Vous, l'ancien journaliste sportif. Non mais oui, mais le président de la République, il vient pas sur le terrain pour avoir plus 5 points dans l'opinion. Non, il vient parce qu'il aime la France et il aime le sport. Bien sûr. Parce que c'est un passionné, le C'est ce président. que disait Alexis Corbière sur France Info. Oui, mais hier. non, mais Alexis Corbière, il a pas le monopole de la vérité. C'est un très bon rugbyman, Alexis Corbière. Ce que je veux dire par là, c'est que le président, je peux vous dire qu'il est très fier de pouvoir tout à la fois être finalement le pays hôte d'un formidable rassemblement de la jeunesse qui est cette Coupe du Monde. Le pays hôte d'un formidable rassemblement des supporters de sport en général. Et puis le président, il est particulièrement fier d'être sur le toit du monde pour les prochains Jeux Olympiques. En revanche, je le dis, à un moment donné, il faut aussi que nous prenions nos responsabilités. Et moi, je verrais d'un très mauvais œil le fait que, comme ça s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions, je veux insister dessus, qu'il y ait des manifestations, des préavis de grève par des syndicats opportuns qui puissent faire le cas. Je serais favorable à des lois d'exception pour ces moments-là. Le terme est lâché. Le haka, ça choque. Le haka et une centaine de personnes pourraient pousser à des lois d'exception parce que c'est très dangereux. Oui. Que Macron se fasse siffler. Surtout pendant des événements sportifs où il y a plein de téléspectateurs. La France est en danger. Il faut lutter contre le terrorisme. Sous toutes ses formes. Pas d'exception. Donc, on en arrive du coup sur un article de Libération. Au bonheur des CAM. Paris 2024, la surveillance massive et intelligente. Entérinée pour les Jeux Olympiques. Intelligence artificielle, enquête préventive adoptée mercredi 12 avril, la loi portant sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 marque une nouvelle étape dans la légalisation des moyens de surveillance augmentés et potentiellement liberticides. Si tu couples des lois d'exception avec ça, on a le cocktail d'une interdiction globale et un bafouement profond du droit de manifester. Oui, parce que l'usage de ces caméras intelligence artificielle, lui aussi va bénéficier de l'effet Jeux Olympiques. C'est acté par un dernier vote au Sénat. Le Parlement a définitivement adopté mercredi 12 avril le texte préparé par le gouvernement en vue des JO 2024, dont l'important volet protection convainc la droite. Ouais, Xavier Bertrand, il est chaud. Dans le starting block. Au contraire de la gauche qui craint un cheval de Troie sécuritaire. Place au jeu, a lancé la rapporteuse LR Agnès Canayer. Caméra algorithmique, mais sans reconnaissance faciale. Alors, il faudra m'expliquer comment tu arrives à avoir des caméras algorithmiques, mais sans reconnaissance faciale. Tu débranches l'option dans l'onglet configuration. Non. Ça ne marche pas comme ça. Scanner corporel, enquête administrative généralisée, sanctions contre les intrusions sur les enceintes sportives, à l'exception de mesures contre le dopage ou à visée commerciale, telles des dérogations au droit du travail le dimanche. La loi consacre surtout des JO parisiens résolument sécuritaires. Comportement suspect. Donc, on revient au-dessus, hein. On revient au-dessus, mais sans reconnaissance faciale. Comportement suspect. Tu penses vraiment
qui vont se priver de pouvoir épingler un type, ce qui légitimerait le fait de les utiliser. S'il verrait quelqu'un au comportement suspect, il y aura sûrement, je sais pas, des personnes derrière les caméras qui diront on peut sûrement le pister. Alors le directeur de conseil dira non, attends, laisse faire. Suis. Emblématique, l'article 7 de la loi autorise la vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle ou algorithmique si la Commission nationale informatique et liberté CNIL s'est réjouie que la reconnaissance faciale soit écartée. Ouais, mais bon, la CNIL, elle s'est déjà fait brainwasher avec... Elle a déjà dit non par le passé. Elle a déjà alerté sur le caractère liberticide de l'usage justement de ces caméras dans la ville de Valenciennes. Ça a été balayé d'un revers de bras. En quoi elle se réjouit, en fait. C'est la phrase qui est formulée type la CNIL condamne tout ça, à part le fait que la reconnaissance faciale soit écartée. Donc, on en retient que le CNIL, il est pour que la reconnaissance faciale soit écartée. Et tout ce qu'il condamne, c'est invisibilisé. Une tribune signée en mars par 37 organisations de défense des droits humains demandait le retrait de cet article qui, selon elle, créerait un précédent inquiétant en matière de surveillance injustifiée et disproportionnée dans l'espace public au détriment des droits fondamentaux et des libertés. Ce qui est pour moi juste. Oui. Totalement juste. L'autorisation de la vidéosurveillance algorithmique courra jusqu'au 31 mars 2025, soit plus de 7 mois après la clôture des JO, mesure temporaire ou engrenage délétère. Pour la quadrature du net, le tabou de la surveillance augmentée s'érode un peu plus, portant le risque d'un effet cliquet, soit la façon dont un événement exceptionnel justifie des mesures exceptionnelles et qui ne seront jamais remises en cause par la suite. On en revient à la fameuse loi antiterroriste, qui était une mesure exceptionnelle. On l'a mis dans la loi ordinaire, et maintenant on l'utilise pour gérer des gens avec des casseroles. Ils l'ont pérennisé. Et de façon... Et ils l'ont même détourné. Donc... Ah oui, c'est caméra juste pour la ville de Valenciennes, c'est ça? Au départ, Valenciennes était la ville test. 2 millions juste pour une ville de cette taille-là. Donc vous imaginez forcément que ça va coûter un bras pour une ville comme Paris. C'est peu probable qu'ils nous disent que non, et après 7 mois, on les démonte, on les remet dans leur carton, on les renvoie, on va essayer de profiter de la garantie d'1 an et ça sera fini. Alors, une fois que ces choses-là sont bien installées et qu'ils auront vu tout le potentiel qu'on peut en avoir, parce que là, pour l'instant, ils supputent, mais il y a bien plus à faire. Et on va terminer justement sur une vidéo d'une des tables rondes qui avait été organisée par le parti de Philippot, les Patriotes, à l'occasion de son meeting à Arras. Et notamment une intervention, on va mettre une courte intervention de Pierre-Yves Rougeron qui explique justement qu'est-ce qui fait le plus peur à l'Union européenne. Et on va clôturer du coup ainsi sur ce sujet et après on va répondre aux questions du live. Vous nous direz ce que vous pensez du coup sur cette conclusion. Donc on va commencer tranquillement donc cette table ronde sur le Frexit, mais pour commencer, pour lancer tout de suite le sujet, j'aimerais poser une question à Pierre-Yves Rougeron. Alors, les micros d'ailleurs, oui. Hop là. Tac, tac. Peut-être qu'il faudra que vous passiez un micro à l'occasion, mais voilà. Ok. Pierre-Yves, je vais prononcer le prénom et le nom d'Ursula von der Leyen. Et je crois que ça se suffit. Mais donc, Ursula von der Leyen avait annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, que l'Union européenne devait se doter de nouvelles compétences en matière de santé, en matière de défense. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube de l'avènement d'un super-État européen ? Maintenant que nos amis britanniques ont pris intelligemment la porte, il est vrai que l'administration euro-américaine du sceau fédéral est plus que jamais présente, vu que personne ne s'y opposera sérieusement dans les arcades. Je tiens à dire que on vous a beaucoup tissé ces dernières années de faux contre-exemples, l'exemple danois sur l'immigration, l'exemple hongrois sur la grande résistance de Viktor Orban.
également sur l'Autriche, sur différents pays qui auraient des velléités. En réalité, tant que l'Union européenne est soutenue par le fédérateur extérieur, ce qui est le cas depuis l'avènement de l'administration Biden, elle avancera sur les dépouilles des nations présentes. Vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Point. Et l'eurocratie fonctionne comme ça. Je vais vous dire ce qui est dans les couloirs de Bruxelles actuellement. Parce que vous avez des réunions entières où ils s'auto-congratulent, vous savez, un peu comme un truc d'alcoolique anonyme, et où il dit, finalement, le Covid, on s'en est pas si mal sorti, hein. Bon, ça fait quand même un peu, vous savez, davidien, Waco, prêche de la fin du monde. Il y a un côté quand même, toute personne qui a été en poste à Bruxelles a vu ce côté religion délavée sectaire. Or, ils en sont là, pour eux, il y a un problème, c'est la fameuse menace intérieure dont Jean-Claude Juncker parlait déjà. Ce n'est pas nouveau. La menace intérieure, c'est vous. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et ils iront jusqu'au bout. Et le fait de les supplier, comme beaucoup d'oppositions en France le font, est inopérant. Moi, je peux vous le dire, quand j'étais au Parlement en tant que conseiller, les eurocrates n'avaient de respect un minimum que pour 2 personnes, Farage, Philippot. Point. Tout le reste, comme me l'avait dit un haut fonctionnaire, de toute façon, je ne vous condamne pas, nous vous rachèterons. Faut entendre ça, parce que vous êtes face à l'antination, oui, vous êtes face à la corruption dans les 2 sens du terme. Vous êtes face à la corruption financière, intellectuelle et morale, et face à la corruption anthropologique qui peut emporter nos États et nos pays. Donc le mot a été dit, la menace intérieure. Juncker, qui était l'ancien président de l'Union européenne avant Ursula von der Leyen, je préfère rappeler qui était la personne qui l'a mentionné. Donc clairement, on sent que les manifestations dérangent même au sein de l'UE, alors que même les droits de l'homme, notamment cette partie justement qui encadre le droit de manifestation, est écrit dans les statuts de l'Union européenne. Donc, et le fait même que différentes associations comme Amnesty International a pu signaler la violence multipliée pendant les manifestations des Gilets jaunes, que l'Europe n'a rien fait, montre que c'est la volonté de l'Europe de restreindre. Et pas juste au niveau des Gilets jaunes. Amnesty a souligné de plus en plus le fait que la France s'éloignait dans ce genre de dérive violente, et que ça commence de façon assez forte avec ce genre d'outillage par le pays des droits de l'homme. Pour l'Union européenne, ce sera un grand symbole. Ce sera un bon point de départ. Donc moi, je pense, tu vois, en conclusion, que s'il n'y a pas une réaction proche, le droit de manifester est foutu, quoi. Déjà maintenant, certaines personnes disent que par rapport à ce qu'il y avait avant, on ne peut plus manifester. Avec ce genre d'outillage, de facto, ce sera effectivement impossible. Donc voilà, on va terminer pour ce premier sujet. On va répondre à vos questions, si vous en avez sur le sujet qu'on vient de traiter, tout simplement. Un avis, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pensez qu'on va vers une disparition totale de la liberté de manifester? Totale ou partielle? Enfin, manifestez votre avis sur la question. Partielle, oui, on peut l'attester, mais totale, ça reste hypothétique, mais bon, ça prend le chemin. C'est tout dire, je ne viens pas d'un pays qui est réputé pour sa proportion à la manifestation, au contraire. Gobelin 619 nous dit partiel en premier temps, total peut-être par la suite. Oui, mais ce sera très progressif au début, et quand ce sera asséné au dernier moment, ce sera encore une loi d'exception comme c'est se présenter. Une situation d'exception, on trouvera quelque chose. C'est pas les occasions qui manquent pour dire que tel pays est en danger ou l'Union européenne dans son ensemble. Aldred 00, je pense pas qu'ils osent. Le droit de manifester reste une soupape pour le gouvernement qui évite justement aux colères d'éclater avec plus de virulence.
Ben, mine de rien, ce qu'on voit, c'est que quand même, on avance progressivement dans une restriction. On monte d'un gap, en fait, plus les années passent, avec justement le sujet qu'on vient de traiter, on se rend compte que vraiment, le gap, la restriction se fait. Et est-ce que la limite, c'est pas justement l'interdiction totale? C'est peut-être même pas nécessaire parce qu'il faut pas oublier comment ça fonctionne, la reconnaissance. On peut, dans ce genre de manifestation, grâce à cet outillage, cibler exactement les personnes que l'on veut, et on n'a pas besoin d'arrêter tout le monde dans une manifestation. Il suffit d'arrêter les meneurs ou les penseurs. À partir du moment où ces personnes-là sont neutralisées, le reste de la manifestation n'est plus vraiment dangereux. Et cet outillage permet de faire un tri énorme parmi les personnes que l'on veut verbaliser, arrêter, ficher. Ensuite, les manifestations qui resteront possibles, ce seront des manifestations d'apparat. Elles n'auront pas vraiment d'impact, le gouvernement ne les craindra pas, et les personnes qui voudraient s'engager n'iront pas à ce genre de manifestation. Et que ce sera partiel dans un premier temps, c'est toujours au début, c'est très léger. Là, ils ont juste parlé de Valenciennes comme d'une safe city, c'est ça? En fait, non, c'est le programme des caméras Huawei, en fait, oui. qu'ils ont appelé ça. Et Huawei, c'est aussi pour Paris? C'est la même entreprise, non? Oui, de toute façon, en plus, non, c'est vrai qu'ils n'ont pas annoncé. Peut-être qu'ils n'ont pas insisté pour dire que c'était Huawei. JO Paris. Modèle caméra. Parce que déjà, avec Huawei, ça avait fait jaser. Si maintenant, c'est encore eux, ils vont plutôt être discrets sur cet aspect-là. Sécurité, Jeux Olympiques. Texte adapté. Non, ils disent pas que... Ils ne donnent plus l'origine des caméras. Aldred a renvoyé un message. Oui, ce serait des manifestations fantoches, comme on peut le voir déjà, et pouvait le voir avec certains syndicats qui étaient très complaisants avec le gouvernement. C'est exactement ça. Ouais, moi aussi, je partage totalement la vision d'Aldred. Autant que pour Valenciennes, ils avaient bien appuyé que c'était un cadeau fait par Huawei, peut-être que là, Paris ne veut pas appuyer sur qui est à l'origine, comme ils ne vont pas appuyer sur dire combien ça coûte réellement, ce dispositif. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, ça a été mis à jour, on peut estimer qu'il y a eu un conflit d'intérêts avéré. Oui, tout à fait. Parce que bon, c'est quand même très étrange, quand même, ce passage de feu, cet échange d'ascenseurs. Oui, c'est étrangement peu subtil, en fait. Ça aurait pu être mieux fait. Passage éclair à Huawei. Huawei France, en plus. Bon, alors, dans ce cas, si vous n'avez plus de questions, on va faire une petite pause. Et on revient dans une dizaine de minutes. On vous laisse la petite vidéo. Attends, un dernier message d'Aldred. Il y a aussi énormément de choses à dire en termes de casserole sur Valenciennes. Non, mais alors, Julien Lebleu. Non, mais le pire, c'est que ce n'est pas que la première fois. Francis de Courrières. Tu peux stipuler Julien Lebleu avec Francis de Courrières? On est étranger. La construction du stade à Valenciennes. Oui, après ça, là, on s'éloigne du sujet sur le droit de manifester. L'entreprise qui a obtenu le marché a embauché son beau-fils. D'accord. C'est des procédés assez répandus, alors. Mais là, pour le droit à la manifestation, justement, la France paye les droits de l'homme au lieu, en plus, de faire des lois qui facilitent la manifestation, l'expression du peuple dans sa liberté la plus grande.
veut tellement encadrer la manifestation que de facto, elle va l'éliminer. On aura le droit de manifester pour les broutilles du gouvernement. Et ce sera déjà trop. Vous avez encore des questions sur le sujet des manifestations? Un État totalitaire en devenir. Bah, tu sais, il y a une phrase qui dit, si tu n'as pas conscience... c'est quoi cette phrase? Je dis pas de conneries. Si tu penses que tu es en dictature, mais que tu penses que ça l'est pas, c'est que la dictature est bien faite. Enfin, la phrase, je sais plus exactement... Enfin, le sens de cette phrase, c'est ça, en gros. Moi, je pense que l'État totalitaire, vous y êtes déjà. S'il légifère sur les éléments les plus basiques de notre société, nos libertés les plus fondamentales, effectivement, là, ce n'est plus un État de droit, mais un État totalitaire. État totalitaire d'autant plus qu'il se donne les moyens de faire appliquer, en fait, les répressions qu'il veut. Si c'était juste des lois lancées dans le vent comme ça, on pourrait doucement en rire. Mais là, avec toute cette boîte à outils qu'ils ont, ce sera suffisamment totalitaire pour qu'on n'ait pas envie d'avoir un avis. Tu vas voir, ça, doucement et sûrement oui, parce que une partie des Parisiens, il va y avoir des articles qui diront que le taux de criminalité a baissé, que pour une organisation à telle échelle, c'était fantastique de sécurité, que ils vont peut-être prévenir des choses qu'ils ont réussi à empêcher. On va dire, on a réussi à empêcher tel attentat à la casserole sur telle rue. On va souligner tous les aspects positifs de cela avant la fin du programme des 7 mois. Et c'est là qu'on va proposer de reconduire le contrat. De toute façon, c'est exactement ça qu'ils ont fait sur la loi terroriste, en fait. Enfin, la loi antiterroriste. Donc, on va souligner tous les aspects positifs. C'est la même, ils reprennent les mêmes mécanismes, en plus il manque de créativité, quoi. Et de Paris à l'ensemble des autres villes, il y aura qu'un pas qu'on franchira très rapidement. Revenons du coup d'ici cette petite pause, le temps pour nous de préparer le prochain sujet, et on vous laisse avec nos politiques préférées.